Merci à tous nos partenaires qui ont participé à cette émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes magnifiques. Merci à vous, bienvenue dans cette émission Backseat, très heureux de vous accueillir. Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonjour à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube et bonjour aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Très heureux de vous accueillir pour cette émission Backseat. Je voulais commencer cette émission par un remerciement. Vous êtes plus de 700 à faire partie du club Backseat, vous êtes plus de 700 à nous soutenir financièrement chaque mois pour rendre possible cette émission. Merci à vous. Je vous rappelle que le club, c'est les personnes qui nous financent à hauteur de 15 € par mois. C'est un don très généreux qui nous permet de financer, de payer les salaires et de fabriquer cette émission. Vous bénéficiez de plein d'avantages quand vous êtes membre du club Backseat, des places gratuites pour venir sur le plateau et une carte, magnifique carte de membre du club Backseat dans votre portefeuille et surtout des invitations pour venir assister à la première de la diffusion du documentaire Backseat le film qui aura lieu le 26 mars prochain au MK2 Bibliothèque. Rendez-vous sur le site MK2 pour prendre vos places. Il en reste une quarantaine, pas plus. Donc n'hésitez pas surtout à nous rejoindre et ensuite on va passer une super bonne soirée dans un bar. Chers amis, cette émission ce soir est exceptionnelle à plus d'un titre, elle est particulière. Nous allons commencer cette émission par un before avec notre partenaire, le syndicat des énergies renouvelables. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir le président du syndicat des énergies renouvelables, Jules Nissen. Bonsoir Jules. Bonsoir Jean. Merci d'avoir accepté d'être notre partenaire pour cette émission. Oh bah oui, mais merci à vous de m'inviter. Merci d'avoir accepté ce partenariat. Écoute, j'ai pas mal de questions à te poser sur ton organisation. Tu es le président du SER, S-E-R, le syndicat des énergies renouvelables. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc, c'est une association qui rassemble tous les gens qui ont quelque chose à voir avec la production d'énergie renouvelable. Alors, il y a des gros énergéticiens, EDF, Total, Engie, puis beaucoup d'entreprises moyennes, des PME, des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, et puis aussi de plus en plus des structures qui viennent du monde des collectivités locales, parce que les élus locaux sont de plus en plus impliqués dans cette question d'énergie renouvelable. Ça fait beaucoup de gens très différents, des grosses boîtes, des petites, des collectivités. Ouais, c'est ça l'intérêt, ça fait 540 personnes, et il faut trouver des positions communes au milieu de tout ça, c'est sympa. Alors, syndicat des énergies renouvelables, vous représentez qui ? L'éolien, le solaire, ça je les ai, mais il y a quoi d'autre ? Il y a beaucoup d'autres choses, il y en a 12 en fait, on a 12 enfants. Il y a l'électricité, l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, puis il y a des énergies renouvelables non électriques comme la géothermie, le bois énergie par exemple, le gaz renouvelable, ce genre de choses. Donc parfois en France on réfléchit à l'énergie en pensant à l'électricité, et puis après on vient directement sur le nucléaire, on va en parler j'imagine tout à l'heure, et on estime que on a résumé la situation à ça. En fait, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'autres choses et c'est autant de potentiel pour demain. Vous agissez à quel niveau ? Assemblée nationale, Parlement européen, médias Alors, je vais utiliser un mot, je ne sais pas si je peux ici, mais nous, on est un lobby. Ah, j'allais te demander, c'est ma question d'après. Bah voilà. Donc vous êtes un lobby. Ben oui, on est un lobby. Un lobby, ça veut dire qu'on essaie d'influencer sur la décision publique pour essayer de favoriser le développement des énergies renouvelables dans notre pays. Mais on agit auprès du gouvernement, on agit auprès du Parlement, on agit auprès de l'opinion publique. Et une émission comme celle-ci contribue à notre travail. Et puis on fait aussi beaucoup de veille juridique pour nos adhérents. Et puis on discute entre nous pour essayer de définir des positions. Mais notre fondamental, c'est défendre la place des énergies renouvelables dans la stratégie énergétique française. Et c'est facile à faire parce qu'on est tous, je crois, dans ce syndicat totalement convaincus que c'est incontournable pour la décarbonation de la planète et en tout cas de notre pays. Mais quand tu as le mot lobby, tu as tout de suite l'idée de groupe de pression d'intérêt privé particulier. Par opposition à l'intérêt général. Pour vous l'intérêt général, il est mis en œuvre par les élus, par l'administration, mais après, on peut défendre des causes d'intérêt général. Voilà. Après, nous, on défend la cause et l'intérêt de nos adhérents, comme il y a plein de manières de le faire. Simplement, le mot lobby, il est un peu provoque en France, parce qu'il n'est pas du tout habituel, mais ça existe dans toutes les démocraties. Alors parlons concrètement, sans forcément rentrer dans la question de l'électricité sur laquelle on reviendra, mais est-ce que les ENR peuvent nous aider à sortir des énergies fossiles ? Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles. Oui, très dépendantes. 60% de la consommation finale d'énergie qu'on fait tous par notre action du quotidien, c'est des énergies fossiles. Donc non seulement elles sont nécessaires,
mais sont indispensables pour y arriver. Sans énergie renouvelable, et quel que soit ce qu'on va pouvoir faire en matière de nucléaire, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, l'électricité, c'est 25% de ce qu'on consomme comme énergie. Et sur ces 25%, mettons, au moins des 3/4 sont produits par le système nucléaire français. Même en poussant ça au maximum, on n'arrivera pas à compenser les 60% d'énergie fossile. Donc il faut d'abord, et je voudrais que le rappeler, parce que c'est quand même important, il faut commencer par essayer de réduire notre consommation d'énergie, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Donc vous n'êtes pas des productivistes éternels en disant il faut plus d'électricité, plus de nous, on vend de l'énergie, mais on pense qu'il faudrait que les gens en consomment moins. Enfin, quand je dis les gens, c'est un peu particulier comme position. Bah oui, mais c'est parce qu'en réalité, il faut consommer moins d'énergie et complètement transformer la nature de l'énergie qu'on consomme. Il faut enlever 60% de fossiles et le remplacer par quelque chose. Donc ça fait pas mal de marge. Donc on peut consommer beaucoup moins, tout en utilisant plus de nouvelles énergies, notamment les énergies renouvelables. Il y a une idée qui est assez répandue, qui est que les énergies renouvelables, ce ne serait pas viable pour faire marcher toute l'économie. On va écouter quelqu'un qui est très célèbre sur YouTube et qui marche très bien, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, tu dois le connaître. On l'écoute puisqu'il vous taille un costard, les énergies renouvelables. Prendre les paris avec qui veut, à la sortie de cette salle, que dans les 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas 100% ENR, remplaçant tout ça par personne, et même cette quantité en croissance. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari, je veux bien y aller. Et on n'y arrivera pas pour des raisons physiques. Voilà. Donc un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, je veux dire physiquement on peut le faire. Ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Jean-Marc Jancovici, donc le célèbre ingénieur qui est le patron du cabinet de conseil Carbone 4, qui défend la décarbonation de l'économie et qui, à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, taille un costard aux énergies renouvelables en rappelant ce qu'il vient de dire. Un monde 100% énergie renouvelable, c'est pas possible. Alors moi, ça m'arrive de croiser Jean-Marc Jancovici. Ça date de 2019. Ces derniers temps, il a fait un peu évoluer son discours. Et je pense que la situation n'est pas aussi radicale que ce qu'elle pouvait l'être en 2019. Il y a des scénarios qui ont été faits qui montrent qu'on peut faire 100% de renouvelables. Mais au fond, le sujet, c'est pas vraiment ça. Le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment on se débarrasse de ces énergies fossiles qui empoisonnent l'atmosphère, qui empoisonnent la planète et qui vraiment précipitent sa fin. Il faut le faire avec toutes les énergies qu'on peut mobiliser. En France, on a du nucléaire. C'est bien. Profitons-en. C'est une base qui assure aussi une production abondante d'énergie décarbonée, mais que électrique. Donc aujourd'hui, ça remplit moins du quart de nos besoins d'énergie. Donc il faut développer d'autres choses à côté. Et c'est bien en complétant les renouvelables et le nucléaire qu'on va y arriver. Et deuxièmement, je pense que dans son discours, il y a l'idée des renouvelables électriques, surtout. Les éoliennes et les panneaux solaires. Mais les renouvelables, c'est beaucoup d'autres choses. C'est la bioénergie, c'est la géothermie. C'est toutes ces sources d'énergie qu'on peut combiner, électriques, non électriques, avec le nucléaire, pour arriver à composer ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire en fait une offre d'énergie décarbonée et suffisamment diversifiée pour que si une des sources, à un moment donné, a un problème, on ne se retrouve pas avec tout le système qui est en difficulté. Tu as aussi l'idée qui est défendue par Jean-Marc Jancovici que le renouvelable, c'est diffus, alors que le nucléaire, c'est pilotable, c'est immédiatement disponible et en permanence. Alors qu'est-ce que tu lui réponds à ça? La question du diffus, je l'entends. Il y a quelques centrales, il y a une vingtaine de centrales nucléaires en France, donc elles sont invisibles pour la plupart des gens, alors que si on veut développer des installations d'ENR, elles seront un peu partout sur le territoire. Il va falloir des éoliennes beaucoup, oui. Voilà. Mais au fait, aujourd'hui, l'essentiel de notre consommation d'énergie, je suis désolé de rabâcher ça comme un perroquet, mais c'est 60% d'énergie fossile qu'on ne voit pas du tout parce que c'est extrait et raffiné maintenant pour l'essentiel dans des pays ailleurs, où on exporte des problèmes de biodiversité, des problèmes de forage. Et c'est vrai qu'on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de puits de pétrole dans le fond à côté de chez nous. Ouais. Non, on n'en a pas. On a eu des idées, on en a toujours, je pense. Et parmi les bonnes idées qu'on a, on sait, on est capable. On a un pays qui a des ressources géographiques qui permettent de développer beaucoup d'énergie renouvelable. Alors évidemment, c'est pas comme le nucléaire, ça a d'autres caractéristiques. Quand il n'y a pas de vent, une éolienne ne tourne pas. Quand il n'y a pas de soleil, le panneau solaire ne produit pas. Mais il peut arriver qu'il y ait du vent la nuit. Voilà, et qu'il y ait du soleil les jours où il n'y a pas de vent, et puis tout ça c'est sur l'ensemble du territoire, et puis ça se combine avec d'autres ressources, et aujourd'hui on a les moyens de combiner tout ça, et je crois que tous les gens qui ont vraiment travaillé sur ce sujet, et je pense Jean-Marc Jancovici lui-même également, sont bien conscients que c'est en combinant tous ces éléments qu'on va arriver à faire quelque chose. Je crois qu'en fait vous avez le même discours, c'est en combinant les deux, c'est un effort pluriel, vous n'êtes pas contre le nucléaire. Ah pas du tout, ce midi on avait rendez-vous avec Bruno Le Maire. Et j'ai commencé en disant, je suis président du syndicat des énergies renouvelables et je suis pro-nucléaire. Alors c'est un peu provocateur, mais c'est la réalité, au sens où on a ce parc nucléaire, de toute façon on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Il est là pour longtemps.
Donc, il produit une énergie décarbonée, profitons-en. Et ça permet d'autant plus de développer des renouvelables à côté. Ça donne à la France la possibilité, sans doute, d'être parmi les premiers à espérer avoir une décarbonation complète de sa production d'énergie. Dans le chat, j'ai vu pas mal de questions sur les effets sur la biodiversité. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, c'est pas idéal non plus pour la protection de la biodiversité qui elle-même est en train de s'effondrer. Oui, mais quelle est la deuxième ou troisième cause d'érosion de la biodiversité? C'est le réchauffement climatique. Donc quand on installe un panneau solaire et une éolienne, on contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on a une action globale et collective pour la biodiversité. Alors bien sûr, il y a un impact. Mais quoi que vous fassiez, vous construisez une maison, une route, un gymnase, un stade, un théâtre, tout ça, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur la biodiversité. Donc les installations d'énergie renouvelable ont astreint à une réglementation extrêmement stricte, comme tous les autres équipements, et même peut-être encore plus, ce qui est un peu paradoxal. Donc, elles sont obligées d'être totalement exemplaires sur ce plan. Il y a des tas de systèmes qui existent, des bridages d'éoliennes. On mène des études autour des panneaux solaires. Et puis, c'est tellement surveillé que les installations d'énergie renouvelable elles-mêmes deviennent un lieu d'observation et de documentation des effets sur la biodiversité des installations humaines. Qui avant n'existait pas? Mais moins, parce qu'on faisait moins de mesures. On est dans un paradoxe à développer des installations qui ont pour objectif de lutter globalement contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, et qu'on accuse de porter atteinte à la biodive. Donc, c'est très surveillé. Il y a beaucoup d'études environnementales et à force, ça permet de documenter des choses qui permettent de vraiment relativiser ça. Et c'est pas nous qui le disons parce qu'on serait pas crédible. C'est les organismes avec lesquels on travaille et on mène des études. Dans le chat, j'ai vu aussi des gens poser la question du contre-exemple de l'Allemagne qui est sortie de l'énergie nucléaire et qui a davantage mis l'accent sur les ENR. Oui, c'est un exemple pour toi, l'Allemagne? Un exemple, on ne peut pas comparer deux pays, mais l'Allemagne a fait le choix d'arrêter le nucléaire après l'accident de Fukushima, qui a quand même à l'époque beaucoup choqué les gens, parce que ça avait fait apparaître quelque chose qui était une catastrophe majeure. Alors après, on peut l'analyser de différentes manières en matière de sécurité nucléaire, et l'Allemagne a fait le pari à l'époque de constituer son approvisionnement énergétique avec du gaz en provenance de Russie et beaucoup de renouvelables. Bon, la partie gazière, on a vu ce que c'est devenu, la difficulté dans laquelle ça a mis l'Allemagne. Mais comme il n'y a pas de nucléaire en Allemagne, évidemment, les incitations à développer beaucoup de renouvelables ont été beaucoup plus fortes qu'en France, où ça n'apparaissait pas immédiatement très nécessaire. C'est quoi les énergies renouvelables les plus porteuses, les plus prometteuses aujourd'hui? Mais en fait, toutes, j'ai envie de répondre. Alors après, ça dépend ce qu'on veut faire. Toutes au même point? Parce que l'hydroélectrique, par exemple, on ne peut plus trop le développer. On a fait tous les barrages qu'on pouvait faire en France. Oui, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de sites exploitables. Par contre, il y aurait moyen d'améliorer la production des sites existants si on pouvait faire des réinvestissements dessus. Mais ça suppose de régler des questions juridiques avec l'Union européenne. C'est un peu technique. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour essayer de trouver une solution à ce problème et de le faire. Si on veut produire beaucoup d'électricité avec beaucoup de sécurité, l'éolien en mer, évidemment, la chose qui est la plus massive et la plus spectaculaire. La France est en retard sur l'éolien en mer par rapport à nos voisins du Nord? Elle est en retard sur l'Angleterre en particulier. Mais après, elle s'est dotée d'un programme extrêmement ambitieux avec un pacte éolien en mer qui a été signé. Et là, il y a une concertation en cours sur l'ensemble des façades. Il y en a 4 en France pour essayer de définir les endroits où on va pouvoir lancer des nouvelles appels d'offres, installer des nouveaux parcs. Il y a beaucoup d'ambition et là-dessus, le gouvernement a l'air très volontariste, souhaite avancer. Je crois qu'on peut faire la démonstration qu'on peut faire de l'éolien en mer massif et respectueux de l'environnement et efficace pour l'énergie. Et les hydroliennes? Les hydroliennes, voilà. Donc c'est important aussi. Mais l'hydrolien, c'est moins spectaculaire parce qu'on fera beaucoup moins d'hydroliennes que d'éoliennes. Une hydrolienne, c'est une éolienne à l'envers, si j'ose dire. Elle est sous l'eau et elle profite des courants. Il n'y a pas énormément de sites en France où on peut le faire, mais il y en a un certain nombre. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a des installations pilotes qui ont été testées, qui ont démontré la maturité de cette technologie et qu'on peut le faire. Et c'est l'addition de ces petites choses, des gros parcs et des petites initiatives, y compris quand un particulier installe un panneau solaire sur son toit, qu'il installe de la géothermie quand il peut le faire près de chez lui. Tout ça, c'est l'addition de petits, grands et moyens gestes qui va nous permettre d'arriver au résultat. Est-ce que les incitations aujourd'hui, notamment fiscales, sont à la hauteur en France? Quand on veut mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, quand on veut changer sa chaudière, on est assez aidé, ou tu trouves? Il y a beaucoup d'argent qui est consacré, notamment au titre de dispositifs comme MaPrimeRénov' pour accompagner les particuliers, ou le Fonds Chaleur pour les systèmes collectifs. Après, pour installer des panneaux solaires chez soi, jusqu'avant la crise en Ukraine, les prix de l'électricité étaient relativement bas et n'incitaient pas forcément les gens à le faire, sauf par militantisme. Mais là, ça a un peu changé, même si il y a un peu moins de tension qu'avant sur les prix de l'électricité. Ce qui s'est passé, c'est, je pense que chacun se dit, mais ça peut quand même redéraper à un moment donné. Et donc, on a intérêt à le faire. Et aujourd'hui,
un investissement qui peut s'amortir dans la durée, ça a du sens. Après, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, c'est pas si simple et ça mériterait d'être encore un peu accompagné. Il y a des tarifs de rachat, en tous les cas, qui permettent de donner un équilibre économique à tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'échelle dans nos discussions? Parce qu'on parle de la France, on parle de ce que fait le gouvernement français, mais en réalité, le marché de l'énergie, il est européen. L'enjeu pour les énergies est probablement plus européen. Est-ce que tu dirais que les ENR, c'est un enjeu européen? Oui. En fait, l'énergie, c'est un enjeu européen. Pourquoi? Parce qu'on est un continent, on est un ensemble de peuples qui ont chacun leur histoire, mais qui ont surtout une grande histoire commune, qui ont essayé de construire quelque chose après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est important, par les temps qui courent, de rappeler ça. C'est un espace économique intégré. C'est une communauté, c'est un bien commun, en fait, cet ensemble européen. Et la question de l'énergie, elle ne peut se traiter qu'à ce niveau, parce qu'en face, les grands acteurs de l'énergie, c'était les pays producteurs de pétrole, et puis c'est la plaque asiatique et toute la partie Amérique du Nord. Donc si on veut peser au milieu de tout ça, chaque État membre de l'Union européenne tout seul va avoir du mal. Par contre, ensemble, avec notre culture commune, on peut le faire. J'ajouterais que, pour ce qui concerne l'électricité, les électrons, aujourd'hui, ne s'arrêtent pas à la frontière. Les réseaux électriques européens sont très interconnectés, et heureusement. Et je dirais ça dépasse même l'Union européenne. Quand les Russes ont envahi la centrale de Zaporijjia en Ukraine, l'Ukraine a pu résister en termes d'alimentation électrique parce que dans l'urgence, on oublie ça parfois, mais on a réussi à raccorder son réseau électrique au réseau européen. Alors ça reposait sur des travaux qui avaient déjà été engagés, mais dans un temps record, sans que ça déstabilise rien du tout. Quand en 2022, la France s'est trouvée en difficulté parce que son parc nucléaire ne pouvait plus produire autant qu'avant, tu es content de, pour une année, se retrouver importateur d'électricité. Bon, c'est pas génial d'importer, mais c'est super de pouvoir le faire quand même. Donc, les réseaux électriques sont déjà un élément d'intégration très fort. Mais moi, je crois que c'est une communauté de... Vraiment, c'est un bien commun, cet espace européen. Il ne faut pas l'oublier. Là, on a une émission spéciale sur les élections européennes. Ce n'est pas un espace de division, c'est un espace d'action commune. Au cœur du mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, elle a placé la notion d'indépendance et d'autonomie stratégique au niveau européen. Tu dirais, c'est quoi pour toi? Eh bien, c'est la capacité de ne pas être dépendant de ce que vont faire des pays, des puissances ou des blocs étrangers et qui nous amènerait à ne plus pouvoir maîtriser un certain nombre de choix. Or, l'énergie, c'est quand même à la base de beaucoup de choses. C'est ce qui permet aux gens de vivre au quotidien, c'est ce qui permet de produire, c'est ce qui alimente l'économie. Et c'est important d'avoir de la sécurité là-dessus. Et par ailleurs, dans ce qu'elle a appelé le Green Deal, il y a le souhait également d'être exemplaire en termes de réduction des émissions, des émissions de gaz à effet de serre, et d'essayer de travailler à l'échelle européenne pour pouvoir y arriver. Donc l'Europe, c'est aussi important parce que c'est un espace de réglementation. Quand on dit ça, on dirait qu'on est dans la contrainte. Mais c'est un endroit où les États membres et les citoyens, je dis bien les États membres et les citoyens, via le Parlement prennent des européen, décisions. notamment. Donc le Parlement, le Conseil, prennent des décisions qui après s'imposent ou s'ils ne s'imposent pas, donnent des directions qui restent opposables. Si ce n'est pas juridiquement, au moins ça fixe des objectifs et on peut dire aux gens, attendez, vous en êtes où par rapport à ces objectifs? En quoi est-ce que les ENR peuvent aider l'Europe à aller dans le sens de cet objectif de ne pas dépendre de ses voisins? Eh bien parce que les ENR, ce n'est pas importé. La production d'ENR, ça se fait sur le territoire. Une éolienne, elle produit, on ne va pas transporter l'électricité de l'autre côté de l'Atlantique. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Faire du méthane, c'est à proximité des exploitations agricoles ou des centres de traitement des déchets des villes. Donc c'est de l'énergie qui est produite localement. Alors vous allez peut-être me dire que si on fait ça avec des panneaux solaires chinois ou des composants électroniques qui viennent de l'étranger, on a troqué une forme de dépendance pour une autre, mais c'est l'autre enjeu à l'échelle européenne, c'est de bien consolider et développer une industrie. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable, à l'échelle de l'Union européenne, de construire des usines pour fabriquer des panneaux solaires. Il n'y a aucune raison. Il y a un marché qui est gigantesque. Ce n'est pas très compliqué à faire sur le plan technique. Enfin, je ne veux pas sous-estimer le sujet. C'est juste une question de décider de le faire. Finalement, il y a 2-3 ans, personne ne pensait qu'on pourrait faire des usines de batteries électriques pour les voitures. Et finalement, on a décidé de le faire parce que c'était essentiel pour la survie de l'industrie automobile européenne. Si on veut développer beaucoup d'énergie renouvelable, en particulier l'électricité, et en particulier l'électricité solaire, qui est certainement le domaine dans lequel il y a le plus de potentiel de développement à l'échelle de l'Union européenne, autant fabriquer les panneaux nous-mêmes. Tu dirais qu'on en est où, l'Europe, sur le chemin de cette autonomie stratégique en matière d'énergie? Je On pense en est que loin, on en approche, on accélère, on freine, tu dirais ça comment? l'Europe, c'est un gros truc qui est parfois un peu lourd et lent à manœuvrer, mais quand il y a urgence, elle est capable de réagir. On l'a vu pendant la crise Covid sur la question des vaccins, on l'a vu sur le financement du plan de relance. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que pour l'énergie et pour quelques autres filières stratégiques, elle est capable de prendre des décisions assez nouvelles. Et pendant longtemps, l'Europe, ça a été un marché
un marché unique, et ça c'est surtout fondé sur les règles de la concurrence. Là, il y a un règlement européen qui va être adopté fin avril par le Parlement, ça s'appelle NZIA, je suis désolé pour l'acronyme, ça veut dire Net Zero Industry Act. C'est un peu la réponse à ce qui a été fait aux États-Unis, et pour la première fois, ça va permettre aux États membres de l'Union européenne de prendre des mesures pour faciliter la fabrication de composants de panneaux solaires, de composants d'éoliennes, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, dans l'électronique, dans l'intelligence artificielle, de le faire sur le sol européen, en privilégiant ça dans des logiques d'achat public, dans de la commande. Et ça, c'est vraiment nouveau. Je crois qu'il faut aussi s'en rappeler à la veille des élections. Ça sert aussi à ça, l'Union européenne. Et ça pèse par rapport à l'OMC, ça pèse par rapport à la Chine. Si on faisait ça nous tout seuls, on serait sans doute en difficulté. Pourquoi est-ce que c'est arrivé si tard dans le débat européen, cette idée d'autonomie? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on soit confronté au pire, à la guerre en Ukraine, pour que ce soit mis sur la table? Eh bien, on a toujours une guerre de retard. Là, moi, je suis beaucoup plus vieux que tous les gens qui sont dans cette salle, donc je vais un peu faire le vieux con, comme on dit. Mais peut-être que si l'Union européenne avait réussi à se construire sur une logique de défense, d'industrie, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sauf que ces tentatives ont un peu échoué. Elle s'est construite autour de l'idée du libéralisme et du marché. Et pendant longtemps, ça a plutôt fonctionné, avec un certain nombre de dérives, mais ça a bien fonctionné. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'avoir beaucoup de relations commerciales avec un pays, ça garantissait pas forcément qu'il n'allait pas vous attaquer ou qu'il n'allait pas se montrer agressif. En fait, on observe aujourd'hui le retour en force de la politique par rapport à l'économie. Eh bien, il faut que... Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, ça redonne du poids aux politiques. Donc, si on veut, ça redonne du poids à la démocratie. Pour ça, il faut encore envoyer au Parlement des gens qui ont des choses à porter et qui sont conscients de ça et qui ont envie d'utiliser l'Europe pour ce qu'elle permet de faire et pas pour la déconstruire. Je dis ça par rapport à quelques invités que vous aurez peut-être un peu plus tard dans cette émission. Ou pas. Ou pas. Oui, ou pas. Quels sont les pays les plus avancés sur le plan des ENR en Europe? Tu saurais nous dire? Pas la France, en tout cas. Ah ouais? Non, sérieux, on est à la ramasse? On est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas atteint ses objectifs en termes de ENR. Alors, on nous dira que c'est parce qu'on a été très ambitieux dans la manière de les fixer, mais enfin, c'était quand même le choix des Français de fixer ces objectifs assez hauts. Et je pense qu'on n'en a pas... On est un peu à la ramasse parce qu'il y a le nucléaire. Et que pendant longtemps... ça a été notre parapluie et qu'on ne s'est pas préoccupé... Oui, parce qu'on s'est dit, avec le nucléaire, on est tranquille. En fait, il faut bien voir quand même que ça fait plus de 10 ans que la consommation d'électricité n'a pas augmenté. Donc on a un parc nucléaire qui est monté rapidement en puissance et qui satisfaisait une bonne partie des besoins avec les ouvrages hydroélectriques. Donc on peut faire de l'énergie électrique renouvelable en plus, mais ça apparaissait pas comme une nécessité. Et puis il a fallu la crise en Ukraine pour faire apparaître brutalement et que beaucoup plus de gens qu'avant comprennent qu'en fait il n'y avait pas que l'électricité dans la vie. Et que si on voulait se débarrasser de ces énergies fossiles qui étaient encore la composante essentielle de notre consommation d'énergie, il allait falloir faire autre chose. Alors il faut beaucoup plus d'électricité, et donc il faut du renouvelable, mais les pays qui n'ont pas de nucléaire, ça fait plus longtemps que nous qu'ils se sont mis à développer du renouvelable électrique. Pour construire une éolienne et construire des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, il faut dépenser de l'énergie. On parle aussi de l'empreinte carbone qui est élevée des ENR. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ça pollue de faire des éoliennes? Ça pollue moins que de consommer du pétrole. Ça pollue moins que de consommer du pétrole. Alors, il y a des documents qui permettent de classer le bilan carbone des panneaux solaires, des éoliennes, des réacteurs nucléaires. Tout ça, ça s'amortit extrêmement rapidement. La dette carbone de ces équipements s'amortit extrêmement rapidement. L'Union européenne est engagée dans le pacte vert européen, le Green Deal. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé en grande pompe en 2020, quand elle a lancé le pacte vert européen, que l'Europe serait neutre en carbone en 2050. Où est-ce qu'on en est et est-ce que les ENR peuvent nous aider là-dedans? Les ENR peuvent nous aider. Et là, l'Union européenne est en train de... déjà, cet objectif qu'on appelle Fit for 55, c'est-à-dire baisser de 55% à l'horizon 2030, est en train de réfléchir à des objectifs pour 2040, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre 2049 pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour 2050, mais sans les ENR, on n'y arrivera pas. En fait, il faut... Et juste avec du nucléaire, on ne pourrait pas? Ah non, moi, ça me paraît impossible, compte tenu du coût, du délai, et du fait que de toute façon, on ne pourra pas tout couvrir avec de l'électricité. On n'est pas très fort dans la construction de nouvelles centrales nucléaires. Mais c'est normal, parce que ça fait longtemps qu'on a arrêté. On a été capable de faire un programme nucléaire à toute vitesse dans les années 70-80 avec une technologie américaine, une standardisation. Et puis après, on s'est arrêté d'en faire parce qu'il n'y avait plus d'utilité. Si on veut le faire, c'est la perte du savoir-faire français en matière de filière nucléaire. Mais ce qui peut être fait beaucoup plus vite, en attendant, et pas simplement en attendant et pour plus tard, c'est des panneaux solaires, des éoliennes, parce que ça va vite à construire. Ce qui est long, c'est les autorisations, c'est le développement des projets, mais une fois que le projet est autorisé, il faut 1 an, 2 ans pour les grosses installations, et ça va beaucoup plus vite pour les petites. Donc, en fait, il faut du renouvelable. Aujourd'hui, parce que le nucléaire ne pourra pas amener la solution à court terme,
c'est un complément, mais surtout après, parce que les installations nucléaires actuelles, elles ont toutes été installées dans les années 80-90, et qu'on sait très bien que même avant, vers 2050, toutes ces installations, elles seront arrivées en bout de vie, donc il faudrait les remplacer pour pouvoir maintenir la production nucléaire au moins au même niveau qu'aujourd'hui. Donc ça, on sait certainement que ça ne suffira pas, sauf à vouloir enlever 75% de la consommation d'énergie qu'on a, ce qui paraît assez peu réaliste. Et puis, il faut du renouvelable à côté du nucléaire, et il faut surtout transformer la manière qu'on a de consommer l'énergie et réduire notre consommation d'énergie. On est sur une planète finie. Et on ne peut pas avoir une consommation infinie. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire des efforts d'efficacité, il faut faire des efforts de sobriété, et il faut transformer notre demande. Et ça fait aussi partie de notre boulot, d'essayer de dire, mais si vous prenez une voiture électrique, toute chose égale par ailleurs, pour un même service de kilomètres parcourus, on consomme 3 fois moins d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui permettent... Pour le développement de la voiture électrique, l'électrification du parc automobile, pour toi, c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle à condition que tout le monde puisse le faire et qu'on n'aille pas pointer du doigt ceux qui n'ont pas les moyens en les traitant de mauvais citoyens parce qu'ils n'ont pas une voiture électrique et qu'ils sont pollueurs. C'est un sujet. Ouais. C'est pour ça que le gouvernement... C'était le mouvement des Gilets jaunes qui avait soulevé ça. C'était autour de la taxe carbone, mais c'est la même idée. En réalité, c'est un vrai sujet, ça, la question sociale, la question individuelle. Les gens qui ont les moyens, et c'est pas trop compliqué pour eux de transformer leur manière de consommer. C'est ceux qui ont les revenus les plus faibles pour qui c'est difficile et qui sont plus dépendants d'ailleurs de moyens carbonés, pour qui c'est difficile de faire isoler un logement, c'est difficile de changer leur voiture. Donc c'est ces gens-là qu'il faut qu'on accompagne. Si on le fait pas, on n'aura que des oppositions et on va arriver à quelque chose de très populiste et on va bloquer cet effort de transition. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a un rapport un peu technique, mais quand même bien fait, qui a été fait par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz l'année dernière, et qui chiffre un peu tout ça. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais c'est des milliards d'euros productifs. C'est des choses qu'on dépense aujourd'hui, qui vont générer de la valeur, qui généreront des impôts ailleurs, et qui permettront de faire ces transitions qui sont indispensables, parce que si on ne les fait pas, le coût de l'inaction climatique, le coût de la dégradation du climat, et on commence déjà à l'observer, on voit ce que ça donne. En France, il ne faut pas besoin d'aller très très loin, il va être considérable quand les terrains s'affaissent parce qu'il y a de la sécheresse, qu'il y a des inondations, que les falaises, tout ça, ça a un coût énorme. Alors il faut mettre les deux choses en balance. Le syndicat des énergies renouvelables, vous avez fait des propositions dans le cadre des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. J'ai noté que vous proposiez de mettre en place un taux d'intérêt vert porté par la Banque Centrale Européenne. C'est quoi cette idée ? Eh bien, quand une banque finance un projet et donc accorde un crédit à un entrepreneur, elle doit se refinancer auprès de la Banque Centrale. Ceux qui ont fait des études d'économie connaissent bien le mécanisme. Le taux avec lequel la Banque centrale prête de l'argent à la banque d'investissement, s'appelle le taux directeur, détermine le taux que la banque va pratiquer à son client. Et en fait, ces banques centrales, elles ont ce pouvoir de taux parce que ça permet de régler la politique monétaire et d'agir contre l'inflation. Si on propose, la proposition qu'on a faite consiste à dire, dans certains investissements stratégiques qui sont liés à la transition énergétique, eh bien peut-être que les banques centrales pourraient avoir un taux directeur beaucoup plus faible, qui permettrait d'abaisser le coût du crédit pour les investissements de la transition, qui sont des investissements du temps long, qu'il s'agisse d'une centrale nucléaire ou de parcs éoliens en mer. Le poids du taux d'intérêt dans le coût final de l'électricité produite, c'est considérable. Donc ça, ce serait quelque chose qui permettrait, sans que ça coûte d'argent à personne. Oui, c'est ça, il existe déjà des dispositifs pour, au niveau individuel, bénéficier d'abattements fiscaux lorsqu'on rénove son logement, par exemple, ou qu'on change de véhicule, etc. Là, l'idée, c'est de faire la même logique, mais au niveau industriel. Oui, c'est ça. Et surtout, ce n'est pas une dépense d'argent public au sens budgétaire du terme. C'est une façon d'agir avec le taux d'intérêt. C'est ça qui est intéressant. C'est une création monétaire, mais c'est une création monétaire, mais si elle est ciblée sur une vingtaine de filières stratégiques, c'est pas ça qui va déclencher l'inflation. Et j'irai même un peu plus loin. Si ça permet d'éviter que le maintien des énergies fossiles, tout d'un coup, fasse exploser les prix de l'énergie, et donc l'inflation, parce que tout d'un coup, quelqu'un a fermé un robinet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gaz n'est pas très cher. Parce que les Européens ont réussi à récupérer des approvisionnements, notamment des États-Unis. Supposons qu'à la fin de l'année... On se souvient l'hiver dernier des boulangers qui n'arrivaient plus à faire chauffer leur four. Absolument. Et supposons qu'à la fin de l'année, là, aux États-Unis, arrive au pouvoir quelqu'un qui, dans un accès de je ne sais pas quoi, de provocation, décide de couper le robinet du gaz. Tout d'un coup, le prix va augmenter et on va se retrouver avec une inflation énorme qui n'aura rien de monétaire. Donc, quelque part, cette action avec la Banque centrale, elle est aussi une manière indirecte. Alors, je sais que c'est pas dans le mandat traditionnel d'une banque centrale, mais c'est une façon de lutter contre l'inflation. Non, mais elle pourrait. Enfin, c'est pas dans le mandat traditionnel d'une banque centrale, mais ça se discute, le mandat d'une banque centrale. Je dis ça pour nos amis de la banque centrale, qui n'aiment pas qu'on discute de ça. Dans ces propositions, ils n'aiment pas que vous formulez de ce qu'on leur mais non, ils n'aiment pas qu'on faire de façon indépendante. On peut avoir un usage politique d'une banque centrale, ça existe, c'est cohérent. Mais bref, c'est un autre débat. Dans les propositions que vous formulez, vous dites aussi qu'il faut, je cite, prendre en compte systématiquement les spécificités des régions ultra-périphériques. Ça veut dire quoi ?
Ouais, ça veut dire qu'elles font partie de l'Union européenne, mais qu'elles sont dans des situations géographiques totalement déconnectées en matière de territoire. Oui, ultra-périphérique, c'est outre-mer. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et ça peut être aussi des endroits intéressants, parce que notamment en matière électrique, c'est des petits systèmes électriques complètement autonomes. Et on peut tester dans ces territoires ce que peut donner. Il n'y en a aucun d'eux qui est assez grand pour avoir justifié la présence d'une centrale nucléaire, par exemple. Donc, on peut faire des territoires qui sont autonomes en énergie renouvelable et tester les conditions pour y arriver. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut après se développer à plus grande échelle, y compris sur la plaque continentale. Tout à l'heure, on va recevoir des candidats aux élections européennes du 9 mars prochain. Ce sera ma dernière question. Si tu devais leur poser une question, tu leur demanderais quoi ? Eh bien, d'abord, je leur dirais que, à mon avis, personne de sensé ne conteste le fait que les activités humaines contribuent au réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre. Personne ne conteste non plus que la dépendance qu'on a aux énergies fossiles, outre d'être contributrice au gaz à effet de serre, et crée également une exposition très forte aux risques, que donc il y aurait beaucoup de choses positives à tirer de cette transition énergétique, et que pourtant, on a l'impression qu'elle est vécue comme une contrainte et comme une difficulté. Alors j'aurais envie de leur dire, comment est-ce que vous comptez faire à l'échelle de l'Union européenne où se définissent les grandes stratégies, où se définissent les grandes orientations pour réenchanter la transition énergétique et faire que finalement, en se préoccupant de la fin du monde, enfin en essayant d'éviter d'arriver à la fin du monde, on se préoccupe aussi de la capacité des gens à arriver à la fin du mois. Merci beaucoup Jules Nyssen, président du syndicat des énergies renouvelables pour ce Before, c'était formidable.